Chapitre 4. L'histoire de l'humanité lue dans son génome. Au préalable, il faut se rappeler qu'un chromosome est formé de deux fragments d'ADN identiques, donnant après compaction des chromatides identiques reliées entre elles par un centromère, pour former un chromosome. Les humains sont diploïdes. Les chromosomes sont donc associés par paires. Dans une paire, les chromosomes sont identiques car ils possèdent les mêmes gènes. L'ADN qui les compose est donc lui aussi identique, à l'exception des différences de nucléotides liées aux allèles, puisqu'un gène peut présenter plusieurs allèles. L'homme possède 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels. La molécule d'ADN présente dans le noyau est donc morcelée en 46 fragments plus ou moins grands, identiques 2 à 2. L'ensemble de ces 46 fragments forme le génome humain. Celui-ci est connu grâce au séquençage. Cette petite vidéo résume le projet de séquençage du génome humain. Le séquençage du génome. L'ADN est constitué d'une longue succession de 4 nucléotides, l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, symbolisées par les lettres A, T, C et G. Séquencer un fragment d'ADN consiste à en identifier la succession, la séquence, à le lire en quelque sorte. Les premières techniques de séquençage datent de la fin des années 70. Elles sont dues à l'américain Walter Gilbert et au britannique Frederick Sanger et leur ont valu le prix Nobel de chimie en 1980. La technique de Sanger s'inspire de la façon dont une cellule recopie son propre ADN. Avec la même enzyme sont fabriqués des brins d'ADN de taille croissante et se terminant par un nucléotide modifié donné, ici l'adénine. On procède de la même manière avec les 3 autres nucléotides, puis on trie tous les fragments sur une plaque de gel. C'était une idée de génie, mais cette méthode, manuelle et utilisant des produits radioactifs, ne permettait de séquencer que 800 nucléotides en environ 5 jours. Le premier changement date des années 90 avec l'utilisation de composés fluorescents en remplacement des produits radioactifs et de capillaires en verre à la place des plaques de gel. Dès la fin des années 2000, cette méthode, automatisée, permettait de séquencer 500 000 nucléotides par jour. Et c'est grâce à cette technique qu'a pu être relevé le défi du projet Génome humain. Initié en 1990, mobilisant 20 institutions publiques du monde entier, il a permis d'obtenir en 2003 la première séquence du génome humain. 3 milliards de nucléotides pour un coût d'environ 3 milliards d'euros. Mais c'est à partir de 2006 que s'est opérée une seconde révolution technologique, grâce aux progrès en miniaturisation et en informatique. Les nanotechnologies permettent de séquencer simultanément des millions de petits fragments d'ADN sur une puce de quelques centimètres carrés, pilotée par un automate. La bioinformatique permet, à partir de ces millions de fragments, de reconstituer le génome d'un individu. Nous sommes ainsi entrés dans l'ère du séquençage à haut débit ou séquençage de nouvelle génération, un véritable changement d'échelle. Les automates peuvent séquencer 1 milliard de nucléotides en quelques heures et fournir ainsi la séquence d'un génome humain en une journée pour un coût inférieur à 1 000 €, un coût qui va encore baisser ces prochaines années. Pourtant, si l'on est capable de lire l'ensemble du génome, on ne sait pas ce que signifie l'ensemble de ce texte. Certains gènes n'ont pas encore été identifiés. Et pour ceux qui l'ont été, on ne sait pas toujours quelles versions sont associées à la maladie et quels changements sont révélateurs d'une pathologie. On parle de variants pathogènes, non pathogènes ou de signification inconnue. Le séquençage génétique, comme toutes les révolutions technologiques, amène son lot de questions. Technique d'abord, comment interpréter et stocker de tels volumes de données. Mais aussi éthique, quel droit à savoir ou à ne pas savoir. Et enfin sociétal, comment préserver la confidentialité de ces informations vis-à-vis notamment des assureurs, banquiers ou employeurs. Autant de défis à relever dans la mise en place de ce prodigieux outil de connaissance.
Le génome humain est donc formé de 3 milliards de paires de bases. Il comporte environ 23 000 gènes contenus dans seulement 1,5% de la totalité de l'ADN. Actuellement, on ne connaît pas la fonction de tous les gènes identifiés. On ne connaît pas non plus la fonction d'une bonne moitié de l'ADN non codant. Grâce au séquençage, on a pu mettre en évidence qu'il n'existe pas de gènes spécifiquement humains. Tous les gènes présents dans le génome humain existent chez les primates sous des formes plus ou moins proches. Le séquençage a aussi permis de déterminer la localisation des gènes sur les chromosomes. Ici, la cartographie du chromosome 3 par exemple. Entre deux humains triés au hasard, 99,9% de la séquence d'ADN est identique. Les 0,1% restants contiennent des variations de séquence portant essentiellement sur un seul nucléotide. On parle de SNP. Ces SNP sont associés à la diversité entre populations ou individus, mais aussi à une différence de sensibilité à des maladies ou à des médicaments. Les techniques de séquençage associées à la PCR ont permis le séquençage des génomes fossiles d'espèces d'homininés aujourd'hui disparues, tels que Homo neanderthalensis ayant cohabité avec Homo sapiens en Europe et Homo denisovensis. La comparaison de l'ADN de ces espèces fossiles avec celui d'Homo sapiens permet d'établir des liens de parenté entre notre espèce et ces homininés et d'avoir des informations sur les migrations par exemple. On a pu ainsi mettre en évidence que Homo sapiens est apparu en Afrique, puis ses migrations vers l'Europe et le reste du monde, pour finir ensuite une migration qui l'a ramené en Europe. En classe, cette comparaison est possible grâce aux logiciels Phylogène et Anagène. Avec Phylogène, on peut établir la matrice des distances. Cette matrice des distances comptabilise les SNP, donc les différences individuelles de nucléotides, entre des homininés d'espèces différentes. Homo sapiens, homme de Néandertal, homme de Denisova. On compare aussi avec le chimpanzé afin d'avoir des valeurs pour un groupe extérieur aux homininés. Pour établir cette matrice des distances, il faut disposer d'une séquence nucléotidique commune à toutes ces espèces. Il apparaît que moins il y a de différences de SNP entre les individus, plus leurs espèces sont proches. À partir de cette matrice des distances, on peut tracer l'arbre de parenté de ces espèces. Chaque intersection de l'arbre représente un ancêtre commun. Donc ici, l'ancêtre commun, chimpanzé, homininé. Puis ici, l'ancêtre commun entre Denisova d'un côté et les autres homininés. Et ici, l'ancêtre commun entre Homo sapiens et homme de Néandertal. Cependant, l'arbre obtenu avec Phylogène est parfois un peu simplifié. Avec une analyse plus poussée, on obtient plutôt un arbre tel que celui-ci, où là il y a d'abord un ancêtre commun effectivement entre Homo sapiens, Denisovien et Néandertalien, puis il y a séparation d'un côté la lignée humaine et de l'autre un nouvel ancêtre commun qui donnera deux lignées Denisova et Néandertal. La comparaison des génomes permet aussi de mettre en évidence les hybridations. La présence d'environ 2% d'ADN néandertalien dans le génome d'Homo sapiens implique nécessairement une reproduction. Il est possible de déterminer la fréquence des allèles issus de cette hybridation entre Homo sapiens et Néandertal, comme ici, par exemple pour un gène impliqué dans le sommeil. On peut mettre en évidence les zones géographiques où cette reproduction interespèce s'est produite. L'étude des génomes fossiles d'Homo sapiens nous renseigne sur l'histoire de l'humanité. En classe, avec le logiciel Anagène, nous avons étudié la capacité à digérer le lactose. Le lactose est le constituant principal du lait. Tous les mammifères, dont l'homme, à leur naissance, sont nourris du lait de leur mère et possèdent donc la capacité de digérer le lactose grâce à la production d'une enzyme, la lactase. Chez tous les enfants humains, cette lactase est présente dans le tube digestif jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Certains adultes, dits lactase persistante, synthétisent la lactase toute leur vie et sont capables de digérer le lait
même à l'âge adulte. D'autres dilactases non persistantes sont intolérantes au lactose au-delà de l'enfance. Ils ne peuvent pas consommer de lait. On peut observer sur la carte que les Européens actuels sont majoritairement lactase persistants, plus de 60%. La comparaison des allèles avec le logiciel Anagen permet de comprendre l'origine de cette tolérance. On constate que le gène codant pour la synthèse de la lactase n'est pas en cause. Il est identique que les individus soient lactase non persistant ou lactase persistante, et ceci pour les deux allèles du gène. La lactase est donc produite de façon permanente tout au long de la vie. En revanche, la comparaison des séquences des allèles du gène de régulation de l'expression du gène de la lactase, le gène MCM6, qui contrôle la synthèse des protéines à partir du gène de la lactase. Donc cette comparaison montre une mutation au niveau du nucléotide en position 25. Le nucléotide C est substitué par un nucléotide T, et ceci dans les deux allèles du gène. Cette mutation supprime l'action régulatrice du gène MCM6. Le gène de la lactase est donc lu toute la vie et la lactase est donc produite toute la vie. On peut mettre en relation la sélection de cette mutation avec la pratique de l'élevage qui a débuté il y a environ 8000 ans à l'est de l'Europe pour se diffuser ensuite vers l'ouest et le nord. Lorsque les sociétés humaines sont passées de chasseurs-cueilleurs à éleveurs-fermiers. Le lait étant un aliment riche en eau et en protéines, les individus qui possèdent la mutation ont été avantagés puisqu'ils ont pu profiter de cet aliment toute leur vie. La fréquence de l'allèle muté a donc augmenté au cours des générations. Aujourd'hui, 60% des habitants de l'Europe centrale sont lactase persistantes. Cette évolution est un bon exemple de sélection naturelle. Un autre exemple de variabilité génétique est l'adaptation à l'altitude. Le séjour en altitude entraîne, à long terme, une augmentation du nombre d'hématies, ce qui se traduit par une augmentation de la viscosité du sang qui perd de sa fluidité. Cela peut aboutir à un risque d'accident cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle le mal des montagnes. Chez les humains non acclimatés à l'altitude, on constate que la saturation en dioxygène du sang diminue lorsque l'altitude augmente et donc que la pression atmosphérique en dioxygène diminue. Le sang est moins oxygéné, par conséquent les organes reçoivent moins de dioxygène, ce qui explique l'apparition de troubles divers tels que la fatigue ou l'essoufflement. Le corps réagit et s'adapte et produit plus d'hématies afin de compenser cette baisse de saturation, ce qui entraîne le mal des montagnes. On constate que chez près de 30% de la population tibétaine vivant en altitude, la concentration en hémoglobine est inférieure à 17 grammes pour 100 millilitres, chez les hommes comme chez les femmes. Elle est plus faible que dans le cas de la population des Han, qui sont des populations qui vivent au niveau de la mer et qui donc ne sont pas acclimatées à l'altitude. En altitude, leur concentration d'hémoglobine est supérieure à 16 grammes pour 100 millilitres et inférieure à 19 grammes pour 100 millilitres. Donc en résumé, chez les Tibétains habitués à l'altitude, il y a une production plus faible d'hémoglobine. Ainsi, chez ces individus, la viscosité du sang augmente moins, leur sang reste fluide, ce qui diminue les risques d'accidents cardiovasculaires. On peut mettre en relation cette capacité avec le génome. Chez les Tibétains habitués à l'altitude, l'allèle G du gène EPAS1, impliqué dans la production des hématies, est beaucoup plus fréquent. Ces individus possèdent l'allèle G en 2 exemplaires. On dit qu'ils sont doubles homozygotes. Ils représentent 272 personnes sur 366 et leur nombre moyen d'hématies est plus faible. Parce qu'ils produisent moins d'hématies, ils ont moins de risques d'accident cardiovasculaire car leur sang reste plus fluide. On peut déduire de cet exemple que l'allèle G du gène EPAS1 a été sélectionné par l'altitude. Ainsi, le séquençage du génome humain a permis de montrer
que les humains présentent très peu de différences. Ce séquençage a permis aussi de reconstituer l'histoire de l'humanité et d'identifier les gènes responsables de maladies.